tous et bienvenue sur l'émission Nature Co, votre magazine environnemental proposé par l'association Renatura Congo, association de protection de la biodiversité spécialisée dans la sauvegarde des tortues marines. Pour ce nouveau numéro, nous nous retrouvons dans le village de Magne, dans le district de Kakamweka, en plein cœur de la forêt du Mayombe. Nous sommes aujourd'hui accueillis par Julia, qui travaille pour EZI Congo. EZI Congo, c'est une association de protection de la biodiversité, mais qui est spécialisée dans la sauvegarde des grands singes dans le district de Kakamweka. Nous allons rencontrer Julia au centre de ressources pour la biodiversité et l'écotourisme. Elle va nous raconter l'étude d'EZI Congo sur l'alimentation des grands singes. Bonjour Julia. Bonjour. Donc toi tu travailles chez EZI Congo. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et présenter ce que c'est EZI Congo et quelles sont les missions de l'association ? Donc je m'appelle Julia, j'ai 26 ans et je suis volontaire en service civique à EZI pour 1 an. Donc EZI Congo, c'est une association de protection de l'environnement qui est congolaise et qui est basée à Pointe-Noire et dont les missions principales sont de travailler à la conservation des grands singes à travers le développement communautaire. Et donc pour ça, l'association travaille avec plusieurs villages du district de Kakamweka et donc est basée à Magne. Et on travaille donc sur des missions à la fois scientifiques, mais aussi des missions de sensibilisation et de développement communautaire. Ok, donc toi aujourd'hui tu viens nous présenter une mission particulière. Est-ce que tu pourrais nous la présenter, les objectifs et qu'est-ce que tu viens faire ici spécialement au CRBE ? Moi en fait je travaille plus spécifiquement dans le pôle scientifique et donc je travaille dans un projet qui a déjà commencé en 2016 qui est d'étudier l'alimentation des grands singes pour pouvoir en fait identifier des espèces, on va dire des espèces végétales clés pour leur survie, qui seraient donc à la fois consommées par les chimpanzés et les gorilles, mais aussi peut-être utilisées par les populations locales, que ce soit pour l'usage pour la construction, mais aussi pour l'alimentation, et qui seraient aussi peut-être utilisées pour l'exploitation forestière. Et en fait, on voudrait identifier des espèces qui donc peut-être centreraient ces 3 enjeux, et pour pouvoir ensuite faire ressortir des espèces importantes à conserver en priorité pour conserver les populations de grands singes en bonne santé. Et donc moi, je poursuis une étude qui a été faite en 2016 où en fait on a travaillé d'abord avec les populations locales en nous basant sur ce qu'elles connaissaient de l'alimentation des grands singes. Et là en fait moi je viens poursuivre ce travail et le compléter en étudiant directement l'alimentation des grands singes à travers leurs crottes et en fait en récupérant les graines non digérées par les gorilles et les chimpanzés lorsqu'ils mangent des fruits, et pour pouvoir ensuite essayer d'identifier ces graines et de trouver à quelle espèce d'arbre en fait elles appartiennent, et de là pouvoir identifier les espèces à conserver. Et comment se passe la mission sur le terrain quotidiennement ? Alors quelle est ta petite routine de terrain ? Comment se passe la collecte ? Avec qui tu travailles aussi ? En fait, je ne travaille pas toute seule. Moi, je travaille avec 2 autres pisteurs. Et qui connaissent la forêt aussi. Et qui connaissent très bien la forêt et surtout connaissent très bien les plantes. Ouais. Donc ça nous permet vraiment déjà de plus facilement trouver les grands singes parce qu'ils ont déjà une connaissance en fait, des indices de présence. Des traces, ouais. Et aussi une connaissance des plantes et des arbres. Donc ça me permet, moi, de plus facilement pouvoir identifier les plantes après, derrière. Donc on piste les grands singes. Si on les trouve, le but, c'est pas de les observer, on n'est pas là pour ça, c'est vraiment pour récupérer les crottes fraîches. Et en fait, on sait que, normalement, un chimpanzé et un gorille, donc ça fait un nid chaque jour. Donc chaque jour, il va faire un nid pour dormir le soir. Comme un nid d'oiseau Pas vraiment, parce que les nids d'oiseaux, c'est plus pour la reproduction. Alors que là, eux, c'est vraiment pour dormir chaque soir. Donc ils vont refaire un nid. Et donc, nous, on essaie de trouver ces sites de nidification. Et parce qu'en général, ils vont faire leurs besoins le matin avant de partir, quoi. Donc nous, si on trouve un nid, on a forte chance de trouver les crottes aussi. Et ils y reviennent pas au nid. Non. C'est vraiment chaque nuit, c'est un nid différent. Alors. Ça peut arriver qu'ils y reviennent, mais c'est assez rare. En général, c'est tous les jours différents. Ok. Et du coup, comment on reconnaît une crotte de chimpanzé ?
Question pratique. C'est très proche des crottes humaines, Ok. donc c'est surtout comme ça. Les crottes des gorilles, par contre, c'est un peu plus gros, mais globalement, c'est quand même très proche de nous. Hein. C'est pour ça que c'est assez facile. Est-ce qu'il y a une procédure particulière dans la collecte des crottes? Comme on est très proche d'eux, en fait, on peut à la fois leur transmettre des maladies et eux nous transmettent des maladies. Donc on est obligé de se protéger, donc de porter des masques, des gants. Pour pas transmettre quelque chose et pour pas avoir aussi là, une maladie. c'est surtout pour nous, pour pas que nous on soit contaminés par les crottes. Ok. Et donc oui, il y a tout un protocole sanitaire, faire bien attention à tout ça. Et il y a aussi le fait de faire attention à nous, de ne rien laisser dans la forêt pour pas les contaminer à notre tour, quoi. Ok. Et du coup, les graines, vous les stockez où? Comment ça se passe? Comment vous les traitez, ces graines? Comment vous en tirez l'information? Donc j'essaie d'extraire les graines et ensuite de les laver avec un tamis. C'est quoi un tamis? Un tamis, c'est comment dire, c'est quelque chose avec des mailles très fines qui permet comme une passoire un petit peu. Ok, d'accord. Qui permet de garder les graines et d'enlever le principal. Et ensuite, je fais sécher les graines au soleil pour éviter qu'elles moisissent. Et ensuite, on les conserve dans une carpothèque avec des petites feuilles. Et du coup, qu'est-ce qui peut t'aider à identifier ces graines? Est-ce que tu as aussi l'aide des pisteurs? Mais est-ce que tu as aussi des connaissances là-dessus? Est-ce que tu as des ressources? Ce qui m'aide principalement, c'est qu'à chaque fois que je suis en forêt, en fait, dès qu'on va trouver des fruits au sol, on va essayer de les décortiquer avec un couteau, de récolter la graine et essayer aussi de prendre le maximum d'informations sur l'arbre auquel ce fruit appartient. Donc de récupérer des rameaux de cet arbre qu'on va ensuite faire sécher en herbier. Des rameaux, c'est des branches. Les rameaux, c'est des branches, okay. Oui. Ça nous permet vraiment de regarder les critères de chaque feuille et de pouvoir déterminer l'espèce comme ça. On va aussi prendre des informations sur le tronc de l'arbre. Donc aussi inciser le tronc et voir s'il y a du latex, donc de la sève qui va couler, parce que selon la couleur de la sève, ça ne va pas être la même famille botanique. Ah oui, d'accord. Okay. Donc ça peut vraiment nous aider comme ça. Sentir aussi l'odeur de l'écorce, parce que l'odeur est très différente. C'est un contact avec la nature. Ouais. Et du coup, le latex, vous le récupérez aussi ou non? C'est juste on prend juste des photos, parce que son absence peut nous aider à savoir quelle est la famille botanique et sa présence aussi. Et il y a plusieurs couleurs de latex, donc ça fait vraiment mais vraiment, on prend surtout beaucoup de photos de chaque étape. Voilà. Et l'herbier, donc ça nous permet de conserver l'échantillon, de le sécher, et ça dure vraiment très longtemps. Enfin, s'il est bien séché, ce qui est compliqué selon la saison, ça peut vraiment nous permettre de revenir très longtemps après dessus et de toujours pouvoir déterminer avec certains critères l'espèce. Donc c'est plutôt un moyen intéressant de conservation. Et les branches, feuilles ne moisissent pas alors? Ça peut moisir. Ça peut moisir. Mais pour ça, on essaie de mettre beaucoup de papier journal, de bien changer tout le temps. Enfin, il y a plein de protocoles. Donc c'est comme un livre qu'on pourrait ouvrir et voir les différents échantillons. En fait, c'est pour garder ces échantillons, pour faire un herbier, il faut vraiment presser à plat, comment dire. Donc pour ça, on peut avoir plusieurs choses. Soit on met beaucoup de poids sur une branche qu'on a gardé, un rameau, soit on va utiliser une presse en herbier qui permet de serrer et de vraiment conserver l'échantillon à plat. Et ensuite, nous, de pouvoir le mettre en page aussi, avec une étiquette qui explique vraiment où est-ce qu'on a récolté l'essence, etc. Et plein de détails sur ce qui peut nous permettre comme critère d'identifier l'espèce. Ok, donc tout le monde pourrait faire un herbier en fait. Tout le monde peut faire un herbier, même avec des plantes qu'on trouve partout et avec des moyens du bord. On n'est pas obligé d'avoir tout un matériel, quoi. Il suffit d'avoir, je dirais, des gros livres lourds, ça peut nous aider déjà. Ok. Tout le monde peut faire un herbier alors. Est-ce que tu as déjà des premiers résultats? Est-ce que tu as commencé donc tu as fait 2 missions sur le terrain, une en saison sèche et une en saison des pluies. Est-ce que tu peux voir déjà des différences entre les 2 saisons? Est-ce que déjà tu as des résultats? Ou c'est trop tôt encore? Donc pour interpréter les données, c'est un peu tôt encore, parce que j'ai vraiment besoin d'identifier les plantes, et j'en suis encore au début de ces identifications-là. Tant que j'ai pas identifié les plantes qui sont présentes en fait dans les crottes, je peux pas vraiment commencer à tirer beaucoup de conclusions sur leur alimentation. Mais je peux déjà voir quand même qu'il y a une plus grande diversité de fruits en saison humide. Ils ont un plus riche régime alimentaire à ces saisons-là, en tout cas sur les fruits. Mais c'est vraiment des premières observations qui n'ont pas encore vraiment été analysées en profondeur. Donc on a un peu parlé des difficultés, surtout au niveau de l'échantillonnage. Est-ce que tu en aurais d'autres que tu vois sur le terrain? On est souvent assez limité parce que les branches sont très hautes, les arbres sont plutôt grands. Et donc si on n'a pas quelqu'un qui sait grimper
ou un moyen de faire tomber la branche, ou de trouver au sol déjà peut-être un jeune arbrisseau qui aurait déjà des rameaux assez développés, bah, certaines fois on est obligé de juste récolter le fruit et c'est assez maigre comme indication, information pour vraiment aller jusqu'à l'espèce. Donc souvent on est quand même limité, quoi. Ok, donc le protocole il n'est pas suivi. On peut pas toujours. Ok, on peut pas toujours suivre à la lettre. Non. Et quelles sont les prochaines étapes de ton étude? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou... Principalement déjà de finir cette phase de terrain en saison des pluies, puis d'essayer d'identifier vraiment les plantes, les graines, essayer de tirer des conclusions, on va dire les premières conclusions, même si j'ai pas beaucoup d'échantillonnage, ça reste quand même quelques conclusions qui pourront déjà être intéressantes, et de rédiger un rapport un peu sur tout ce qui s'est passé, un premier rapport. Et on aurait aussi comme souhait donc de faire un herbier qui sera à la fois conservé par l'association, mais aussi conservé par l'université de Brazzaville, pour garder une trace un peu de ce travail. Il sera en double alors? Il sera en double, oui. Et donc j'ai encore ce travail de mise en page, on va dire, de tout l'herbier. Et ensuite, on aimerait aussi beaucoup pouvoir écrire un article scientifique qui sera publié avec les premiers résultats de cette étude-là. Et avant-dernière question, comment cette étude sur l'alimentation des grands singes s'insère dans une démarche de protection de l'environnement? Donc, comme je l'ai dit au début, l'objectif de cette étude, c'est de pouvoir vraiment identifier des espèces clés pour la survie des grands singes, pour pouvoir ensuite mettre en place des actions de conservation. Et donc là, avec les premiers résultats, on peut déjà voir certaines plantes qui reviennent souvent. Et en fait, l'idée, ce serait de travailler avec des entreprises d'exploitation forestière et aussi minière pour pouvoir travailler avec eux et faire de la sensibilisation en fait, sur les espèces sur lesquelles il faudrait avoir un peu plus de vigilance. Et aussi pouvoir initier avec eux des projets de reforestation, du coup d'essences forestières locales qui auraient été identifiées par cette étude. Ok, merci Julia d'avoir participé à cette émission. Mais avant de finir, j'aimerais bien te poser une dernière question. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce projet, personnellement, professionnellement, voilà, de travailler chez Easy Congo pour cette étude en particulier? Donc, ce que ce projet m'a apporté, je dirais que c'est un peu plus de lucidité sur la difficulté de conserver les grands singes ici, de travailler avec les communautés locales. On est aussi dans un contexte de réchauffement climatique qui est de plus en plus inquiétant. Et donc, moi, ce projet m'a beaucoup plu parce que j'ai eu l'impression de faire un peu ma part pour la conservation des grands singes. Parce qu'on est quand même ces espèces avec lesquelles on est vraiment proche. Et donc, c'est pour ça qu'elle me fascine et que je voulais absolument travailler sur elle. Et ce projet aussi m'a apporté beaucoup, pour moi, c'était un dépassement parce que ça a été assez difficile. C'est très physique de travailler dans la forêt. Mais c'est aussi vraiment des très beaux moments, puisqu'on a quand même eu plusieurs fois la chance de croiser des chimpanzés et des gorilles, et pouvoir les observer naturellement, dans leur milieu naturel comme ça, c'était assez incroyable. Donc c'est vraiment une très belle expérience. Ça dépasse les difficultés rencontrées sur le terrain. Complètement. Merci beaucoup de ta participation à cette émission, et Renatura t'espère de bonnes réussites pour la suite. Cette émission touche à sa fin. Merci à Easy Congo pour leur participation et pour nous avoir accueillis ici au CRBE. Nous avons appris aujourd'hui qu'Easy Congo étudie l'alimentation des grands singes. Donc en fait, ils échantillonnent et conservent plusieurs espèces de graines et de fruits en herbier. Donc ces graines et ces fruits sont confirmés comme étant consommés par les grands singes. Certaines espèces pourront être reproduites dans une pépinière expérimentale et ainsi alimenter un projet de restauration des écosystèmes dégradés. N'hésitez pas à suivre les réseaux d'Easy Congo pour suivre l'avancée de leur projet sur l'alimentation des grands singes, ainsi que la page Facebook de Renatura Congo pour en savoir un peu plus sur la protection de l'environnement de manière générale. On se revoit très vite dans une nouvelle émission Nature & Co.